Comment et pourquoi rêvons-nous ? Cette question nous fascine depuis des millénaires, sans qu'aucune explication, scientifique ou philosophique, n'ait réussi à pointer du doigt précisément ce qu'il se passe dans notre tête quand nous vivons ces étranges hallucinations. Mais se déroulent-elles réellement dans notre tête ? Selon les théories connues, nous rêvons pour pouvoir mieux affronter nos angoisses, ou nos rêves ne sont que le reflet des désirs de notre inconscient, ou un mélange plutôt bordélique de nos préoccupations, à moins que ce ne sont que des impulsions hasardeuses, totalement aléatoires, qui nous les font vivre. Nous ne savons pas pourquoi nous rêvons et s'il faut donner à nos rêves un sens. Mais au-delà de ce que nous vivons la nuit, il existe des phénomènes qui dépassent toute logique et toute raison. Des rêves qui n'ont rien à voir avec les rêves lambda que l'on a l'habitude de vivre durant notre sommeil. Et c'est justement de ces rêves-là dont on va parler aujourd'hui, de ces rêves qui n'en sont peut-être pas. Nous rêvons dès que nous dormons. Cette simple affirmation peut nous faire comprendre qu'avec des centaines et des centaines de rêves qu'on peut faire en une seule année, il y a une chance qu'au moins un seul puisse se réaliser. Cependant, les personnes affirmant avoir déjà fait un rêve prémonitoire en gardent un souvenir intense. Ces rêves rapportent le plus souvent des événements négatifs et semblent plus vivaces que les rêves ordinaires. Les images semblent plus claires, plus réelles que dans des songes habituels. L'individu s'en souvient clairement au réveil et y attache un intérêt plus marqué qu'à l'ordinaire. On se souviendra des chamans qui voyaient en rêve où le gibier serait le lendemain, ce qui permettait à la tribu d'effectuer de meilleures chasses. Mais les rêves prémonitoires existent-ils réellement ? Cette idée va à l'encontre de tout principe logique. Fred, auteur des Aventures de Philémon, a eu un accident de voiture et a rêvé que la facture s'élèverait à 1511,22 €. Et 2 semaines plus tard, il reçoit la dite facture. Les réparations s'élevaient bien à 1511,22 €. La théorie la plus probable pour expliquer ce genre de phénomène est que notre cerveau enregistre tout un tas de minuscules détails tout le long de la journée et que nos rêves permettraient de faire du tri parmi toutes ces informations sauvegardées. Au cours du sommeil, le cerveau classerait les informations, établirait des corrélations et pourrait ainsi prévoir des événements dont la logique nous serait inaccessible en état de veille. Mais Rudyard Kipling, auteur du Livre de la jungle, a écrit dans ses Souvenirs: « Une fois, j'ai été certain d'avoir dépassé les limites assignées par le destin. » Il raconte qu'il s'était vu en rêve, vêtu d'un habit qu'il ne portait jamais, debout dans une grande salle au milieu d'une rangée de personnes habillées de la même façon que lui. Sur sa gauche se déroulait une cérémonie qu'il ne pouvait pas voir à cause du très gros ventre de son voisin. C'est alors que quelqu'un a pris son bras en disant « Je voudrais vous dire un mot ». Kipling, perturbé par ce rêve qui était très clair, y songea pendant des jours sans jamais en comprendre le sens. Mais 2 mois plus tard, il assistait à une cérémonie dans l'abbaye de Westminster et tout y était. Le costume, la rangée de personnes, le gros ventre de son voisin de gauche qui l'empêchait de voir la cérémonie. À la fin, quelqu'un posa sa main sur son bras en disant « Je voudrais vous dire un mot, s'il vous plaît ». Difficile ici de penser que le cerveau s'était préparé à cette situation. Sommes-nous donc des êtres possédant une âme, une conscience qui pourrait se déplacer lors de notre sommeil, au-delà de l'espace et au-delà du temps ? À moins que ces rêves ne soient que d'incroyables coïncidences. Dans mon épisode sur la mort, une théorie vous a beaucoup intrigué, celle de l'éternel retour. Que nous vivons à jamais la même vie, en boucle, depuis toujours et pour toujours. Les rêves prémonitoires ne seraient en réalité que des souvenirs de notre futur.
James Leininger a 4 ans quand les cauchemars commencent. Il se voit dans un avion en feu sur le point de cracher. Quand ses parents lui demandent plus de détails, il répond que l'avion se fait attaquer par les Japonais. Un jour, devant un magasin de jouets, sa mère lui montre qu'un avion porte une bombe attachée sous la carlingue. « Ce n'est pas une bombe, c'est un réservoir secondaire », répond James. Le petit dessine ses rêves, cet avion en flammes et signe ses dessins James 3. Petit à petit, il donne plus de détails à ses parents. Par exemple, l'avion est un corsaire et il a décollé d'un bateau appelé Natoma. Son père se lance alors dans un travail d'enquêteur, allant jusqu'à assister à une réunion des vétérans de l'USS Natoma Bay. Il découvre que tous les détails racontés par James sont exacts, jusqu'aux éléments de technique de vol. James parlait aussi de son camarade Jack Larsen et il fut retrouvé lui aussi par son père. Dans la liste des pilotes abattus le 3 mars 1945, un nom. James Houston Jr. Le petit garçon se prenait donc pour James Jr., soit le 3e James. James 3. Cette histoire est incroyable et n'est pas un cas isolé, il y en a encore des plus étranges. Il vous suffira de taper des mots-clés comme enfant et réincarnation pour trouver des listes regroupant des dizaines de témoignages. Des livres y sont même consacrés. On avait déjà parlé dans de précédents épisodes de 5 théories que si la réincarnation existait bien, il fallait en trouver des preuves chez les enfants, qui auraient des chances de pouvoir rêver d'anciennes vies. C'est en effet à notre plus jeune âge que nous aurions des chances de rêver d'une vie antérieure. Mais alors, le rêve peut-il être une porte vers d'anciens souvenirs ? Peut-être avez-vous déjà rêvé d'un lieu ou d'un ancien temps qui ne vous est pas du tout familier mais qui pourtant semble faire partie de vous, de votre identité. Carol Bauman, psychothérapeute célèbre aux États-Unis pour son travail sur la réincarnation chez les enfants, pense que si la mort est violente, l'âme en garde un traumatisme qu'elle ne peut pas effacer en allant dans la prochaine vie. Les rêves-souvenirs proviendraient donc de cette partie de notre âme qui n'arrive pas à oublier. Mais le docteur Brian Diaz et ses collègues de l'université Emory tentent quant à eux de prouver qu'un événement traumatique peut affecter l'ADN dans le sperme et modifie le cerveau et le comportement des générations suivantes. À la Assassin's Creed, vous pourriez en réalité non pas rêver de vos anciennes vies, mais de la vie de vos ancêtres. Toutes ces recherches n'en sont encore qu'à leur début. Il est évident qu'on n'aura pas de réponse très prochainement. Beaucoup de scientifiques sont d'ailleurs contre l'idée que des souvenirs puissent se transmettre entre générations. Mais alors, comment expliquer ces rêves souvenirs si ce n'est ni une histoire de réincarnation, ni une histoire de mémoire dans l'ADN ? Vous est-il déjà arrivé de retrouver un proche disparu lors d'un rêve ? Cela arrive à beaucoup de personnes et pour tout vous dire, ça m'est déjà arrivé. Un jour, un ami m'a appelé pour me demander si je payais la bière et malheureusement, je ne pouvais pas. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'était la dernière fois que je l'entendrais. Il est décédé quelques jours plus tard. Mais de temps en temps, je rêve qu'il vient chez moi et qu'on boit cette fameuse bière. À mon réveil, pour tout vous dire, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir rêvé. Je me sens bien, très bien. Mais j'ai comme cette impression qu'il est vraiment venu me voir. J'en ai déjà parlé à des proches qui m'ont déjà confié que cela leur arrivait aussi, de se sentir visité pendant un rêve. Rêver d'un proche disparu doit un peu surprendre notre cerveau, et il est probable que cette sensation différente d'un rêve habituel soit uniquement due à notre esprit, qui a du mal à comprendre ce qu'il se passe. Faire face à la mort d'une personne est déjà déconcertant. Si en plus on se met à rêver de cette personne à nouveau vivante, il ne faut pas s'étonner que le souvenir de ce rêve soit différent d'un rêve normal. Mais ce qui m'intrigue, c'est que quand mon ami vient me voir dans mes rêves, il n'y a pas de trucs chelous, bizarres, comme je pourrais en avoir dans mes rêves habituels. Il vient juste et nous parlons. De tout, de rien, et quand je me réveille,
je me sens juste apaisé. Donc, j'ai fait mes recherches et la plupart m'ont amené vers le spiritisme. Beaucoup pensent que quand nous dormons, notre vibration s'élève et correspondrait presque à la vibration la plus élevée des proches sous forme d'esprit. Il serait plus facile pour nos disparus de nous contacter à ce moment-là. Ils pourraient se manifester dans nos rêves pour nous rassurer, nous dire qu'ils vont bien, ou bien tout simplement car nous leur manquons. Dans certains cas, le proche rêvé pourrait en fait nous délivrer un message. En général, ce sont les personnes qui ont eu une mort précoce ou violente qui sont le plus susceptibles d'apparaître dans les rêves, car la personne qui est décédée n'était pas mentalement préparée à la mort, et il pourrait être difficile pour elle d'évoluer dans l'au-delà, sans nous revoir de temps en temps. Donc, laquelle de ces hypothèses est vraie? Nos proches reviennent vraiment? Ou c'est juste notre cerveau qui déraille? Nous ne le saurons jamais. Du moins, pas de notre vivant. Mais tu repasses boire une bière quand tu veux. Le lien entre le rêve et l'au-delà ne s'arrête pas là. Les expériences de mort imminente sont fascinantes. Des milliers de personnes aux quatre coins de la planète, toutes spiritualités confondues, font le même rêve pendant une mort clinique. Elles se retrouvent en dehors de leur corps, peuvent se balader, voir et entendre les médecins qui essaient de les réanimer et se sentent attirées par une intense lumière blanche. Mais à la manière des rêves prémonitoires, des rêves souvenirs ou des rêves visites, elles gardent un souvenir très fort et très détaillé de ce phénomène qu'elles ne considèrent jamais comme un rêve. Beaucoup d'études ont été réalisées et se réalisent encore aujourd'hui pour comprendre ce qu'il se passe à ce moment-là. Beaucoup de pistes, mais aucune conclusion, aucun consensus. Certains patients ont réussi à avoir des expériences de mort imminente sans aucune activité cérébrale. Surprenant, mais on pourrait se dire que ce n'est peut-être pas que le cerveau qui gère les rêves, ou bien que le cerveau puisse encore halluciner, sans que les instruments ne puissent le détecter. Mais des personnes ont des souvenirs très détaillés de conversations qu'ont eu les médecins dans la salle, alors qu'elles étaient cliniquement mortes. Selon elles, leur âme pouvait se balader et observer ce qu'il se passait. Conclure alors qu'une EMI est un rêve semble impossible. Tout ceci peut nous rappeler le voyage astral, ces gens qui, une fois endormis, disent pouvoir sortir de leur corps et aller où bon leur semble. Sont-ils eux aussi en train de rêver? Ou arrivent-ils vraiment à sortir de leur enveloppe charnelle? Ils arrivent à savoir ce qu'il se passe dans la pièce d'à côté, ou à l'autre bout de la rue alors qu'ils sont logiquement en train de dormir. Mais il y a quelque chose d'encore plus intriguant au sujet des EMI. Quand on demande aux personnes qui en ont fait l'expérience si, pour elles, elles ont rêvé, elles répondent que non, que tout était extrêmement réel. Plus réel que la réalité. Comme si la vie que nous expérimentons chaque jour, c'était ça le rêve. Alors continuons dans cette optique pour la dernière théorie. Le sage chinois Chuang-Tzu rêva qu'il était un papillon. Au réveil, il se demande « Suis-je vraiment ici ? Ou est-ce le papillon qui rêve qu'il est Chuang-Tzu » Pouvez-vous prouver qu'en ce moment même, vous n'êtes pas en train de rêver? Non, pourtant vous le sentez, c'est la réalité. Mais vous ne pourrez jamais prouver qu'en ce moment même, vous n'êtes pas en train de rêver. Et d'ailleurs, pourquoi rêve et réalité ne pourraient pas être la même chose? Et si les constructions mentales que vous réalisez quand vous rêvez existaient réellement? Si vous en doutez, laissez-moi vous présenter 7 choses plutôt étranges. La première, il existe des cas de rêves partagés. 2 personnes ou plus vont rêver de la même chose, au détail près.
comme si elles avaient construit cet univers mental ensemble. Deuxièmement, bon nombre de personnes expérimentent le rêve continué. Un rêve qui a commencé une nuit dans lequel elles retournent la nuit suivante et reprennent là où tout s'était arrêté la fois précédente. Troisièmement, il paraît difficilement imaginable que notre cerveau puisse calculer autant de décors, de détails, allant même dans certains rêves vous faire entendre, sentir ou goûter des éléments du rêve avec une précision incroyable. Vous pouvez aussi faire l'expérience d'avoir mal dans un rêve. Vous vous réveillez, vous avez mal au même endroit. Mais en réalité, peut-être que vous êtes blessé dans votre rêve. Quatrièmement, il est possible dans vos rêves de rencontrer des personnes élaborées, au raisonnement complexe. Vos discussions ont pu être tellement réalistes à vos yeux qu'en vous réveillant, vous vous demandez si vous avez vraiment rêvé. Cinquièmement, les rêves lucides seraient la preuve que vous êtes indépendant du monde que vous avez créé. Vous pouvez y faire ce que vous souhaitez. Vous ne rêvez plus, mais vous êtes toujours dans votre rêve, et vous le savez. Et bien que vous en êtes conscient, votre rêve demeure. Sixième point, les faux éveils. Parfois vous vous réveillez après un rêve, vous êtes dans votre lit, dans votre quotidien. Mais vous êtes toujours dans un rêve dans le rêve. Puis vous vous réveillez vraiment. Il arrive que certaines personnes fassent plusieurs faux éveils de suite et n'arrivent plus à discerner s'ils sont dans la réalité ou encore dans un nouveau rêve. Dernièrement, nous avons un impact sur notre réalité quantique. L'expérience des fentes de Jung nous fait conclure que la réalité objective est reliée à la réalité subjective de l'observateur. Les particules existent sous forme de probabilité jusqu'à ce qu'elles soient observées. La réalité est donc un produit de la conscience observatrice, car l'acte d'observation est créateur. Tout ceci nous mène à une idée qui se répand beaucoup ces dernières années. La matière n'aurait pas créé la conscience. C'est la conscience qui aurait créé la matière. Vous créez vos rêves, mais ils sont réels. Vous vivez dans un rêve, mais lui aussi, il est réel. Nous serions des êtres vivant sur plusieurs plans. Rien n'est vrai, mais tout est réel. La vie de tout de suite, maintenant, serait un monde que tous nos esprits ont créé ensemble. Nos rêves, différents plans de conscience. Les œillets seraient un plan différent. Les rêves prémonitoires aussi. Les rêves venir aussi. Les rêves visibles aussi. Tout est un rêve, tout est réel. Le rêve est réel et le réel est un rêve. C'était Didi Chandudoui. Bonne nuit.